Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. On commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Le gouvernement chinois publie son premier document sur l'agriculture faisant du développement vert et durable une priorité. En Pologne, des cérémonies ont eu lieu pour commémorer le 71e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. La propagation du virus Zika s'étend désormais à plus de 20 pays en Amérique. En Chine, dans le cadre de la lutte anti-monopole, 5 entreprises pharmaceutiques chinoises se voient imposer des amendes. Nous avons suivi le créateur de mode Karl Lagerfeld lors du défilé de la haute couture Chanel à Paris. À la une de cette édition, le document de politique souligne l'importance de l'innovation et de la réforme de l'offre dans le secteur agricole. Il met également en avant l'amélioration de la qualité des produits agricoles, le développement vert et le soutien aux travailleurs ruraux. Le document indique que la Chine va améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits agricoles. Au moins 53 millions d'hectares de terres arables de haute qualité seront créés d'ici 2020. Ceci afin de garantir des gains de production stables. La Chine va également former les fermiers et accroître l'investissement dans les technologies agricoles. Le document fait également du développement vert et durable une priorité. Le soutien réglementaire et technologique protégera les ressources et améliorera l'efficacité. La Chine va également appliquer son système de lignes rouges et garantir que les terres consacrées à l'agriculture ne passent pas sous la barre des 120 millions d'hectares. Elle va également renforcer sa gestion des ressources en eau et surveiller étroitement les niveaux des nappes souterraines. D'ici 2020, la couverture forestière dépassera les 23% et les zones humides représenteront plus de 53 millions d'hectares. Une plus grande quantité de terres agricoles sera transformée en forêt ou pâturage. La Chine va également apporter un plus grand soutien aux travailleurs ruraux. Le gouvernement va aider les travailleurs ruraux à chercher un emploi et à ouvrir leur propre entreprise. La réforme du système d'enregistrement des ménages devrait permettre à 100 millions de travailleurs migrants d'obtenir le statut de résident urbain. Les services publics de base vont être étendus pour couvrir la totalité des résidents permanents des villes et offrir en particulier aux travailleurs migrants un accès à l'éducation et au logement. Nguyen Phu Trong a été réélu à la tête du Parti communiste vietnamien. Le 12e comité central du parti, nouvellement élu, a voté mercredi dernier pour choisir son nouveau secrétaire général. Le comité central du Parti communiste vietnamien s'est également réuni pour sa première session plénière afin d'élire le Politburo, le secrétariat, la direction de la commission centrale d'inspection. En raison d'un calendrier serré, les résultats des élections ont dû être reportés à aujourd'hui afin de coïncider avec le 12e congrès national du parti. Le nouveau secrétaire général devrait y prononcer un discours. Trong, âgé aujourd'hui de 71 ans, a rejoint les rangs du Parti communiste vietnamien en 1967. Il avait été élu secrétaire général lors du 11e comité central en janvier 2011. Des cérémonies se sont tenues en Pologne pour commémorer le 71e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Les survivants du camp sont venus présenter leurs hommages aux victimes, de même que le président polonais Andrzej Duda et son homologue croate Kolinda Grabar-Kitarović. Mercredi matin, des couronnes de fleurs ont été déposées sur le mur de la mort, où les prisonniers étaient exécutés sous les fenêtres de 2 baraquements de prisonniers. Selon les chiffres du musée national Auschwitz-Birkenau, le nombre total de victimes entre les années 1940 et 1945 est compris entre 1,1 million et 1,5 million de personnes. La majorité d'entre elles étaient des juifs qui sont arrivés au début de l'année 1942 pour être tués dans les chambres à gaz. Le musée indique également que le camp a été libéré le 27 janvier 1945 par l'armée rouge qui y a trouvé 7000 prisonniers, dont 130 enfants. Les survivants évoquent leur expérience.
À une époque, nous n'avions même plus la force de parler pour dire où et ce qui s'était passé quand nous avons été séparés. Nous avions peur de parler, moi, ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. Nous étions tristes, seuls et nous pleurions souvent. Une chose était sûre, c'est que nous avions immensément souffert. Nous avons souffert et nous souffrons encore aujourd'hui. Quand je me tiens ici, je me rappelle du jour où mes pieds ont touché cet endroit maudit pour la première fois. En me tenant ici, je vois devant mes yeux tous ceux qui ont été ici devant moi, avec moi et après moi, et qui ne sont jamais revenus. Je me tiens ici et je me souviens de mon premier jour. Nous poursuivons cette édition avec le virus Zika qui s'est propagé dans plus de 20 pays aux Amériques. Reportage. Le virus Zika, transmis par les moustiques, peut créer une anomalie congénitale, connue sous le nom de microcéphalie. Il s'agit d'une maladie chez les nourrissons qui naissent avec une tête anormalement petite. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a alerté que le virus Zika pourrait se propager dans toute l'Amérique, sauf au Canada et au Chili. Aucun traitement ni de vaccin n'est disponible. Le Brésil enregistre le taux le plus élevé d'infection. Près de 4000 cas de microcéphalie ont été enregistrés dans le pays. Les inquiétudes grandissent quant au prochain carnaval de Rio de Janeiro, qui pourrait être un terrain propice à la propagation de ce virus. Ce n'est pas seulement le rythme entraînant de la samba qui fera battre l'air de Rio de Janeiro. Le virus Zika s'est déclenché au Brésil. Cette semaine, la ville enverra des fumigadeurs dans le stade du carnaval, également connu sous le nom de Sambodrome, qui est la scène de parade des hautes écoles de samba qui se produiront les 7 et 8 février. Le stade sera également le lieu des événements des Jeux Olympiques en août. Manuela Mel est une habitante de Rio, enceinte de 16 semaines. Lorsqu'elle a appris l'existence du virus Zika, elle a paniqué et arrêté de sortir de chez elle. Elle essaie d'éviter les zones à haut risque. Mes médecins me conseillent d'utiliser de l'insectifuge. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Il n'existe aucun vaccin. La seule méthode préventive est de ne pas se faire piquer et d'éviter les zones avec des moustiques. Les experts de la santé sont en train d'étudier la raison du déclenchement du virus, qui est apparu récemment au Brésil. Le gouvernement a ordonné à l'armée de chercher des zones d'eau stagnantes où pourraient abriter ces moustiques. Même si les inspecteurs de la santé ne trouveront certainement pas les lieux de reproduction des moustiques, le Brésil prend des mesures préventives. Beaucoup d'argent sont en jeu, comme des centaines de milliers de touristes se rendent à la parade chaque année. Et le Brésil s'attend à accueillir encore plus de visiteurs lors des Jeux Olympiques de cet été. Les prix du pétrole ont terminé la séance de mercredi à un haut niveau après que des responsables russes ont évoqué des discussions avec l'OPEP sur une éventuelle réduction de la production. Selon les propos de Nikolai Tokarev, président de Transneft, le monopole public des oléoducs. Après les déclarations des Russes, le brut léger américain a enregistré une légère hausse, gagnant 3% et le Brent 4%. Cependant, on est encore loin de décision sur une diminution des extractions en Russie. Des acteurs du secteur ont expliqué qu'une telle diminution était difficile à mettre en œuvre et pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. D'après Andrei Polishchuk, analyste pétrolier et gazier chez Raiffeisen Bank, la Russie va probablement augmenter sa production de pétrole cette année afin de protéger sa propre économie. Écoutons les commentaires d'André et les réactions du public à ce sujet. What's the current production expected in 2016? Avec la production actuelle attendue en 2016, naturellement, le gouvernement espère maintenir une production élevée. En même temps, le pétrole russe et les sociétés gazières planifient de réduire les financements en dollars des programmes d'investissement. Le rouble sera probablement haut d'année en année. Certains planifient de maintenir les niveaux de production actuels, alors que d'autres planifient de l'augmenter. À mon avis, attendez-vous à une légère hausse du volume total de la production. Les taux bruts seront d'environ 1% ou légèrement faibles. Personnellement, je n'ai encore rien senti. Je n'ai pas d'inquiétude. Je crois que tout va se stabiliser. Nous n'avions pas d'argent et ce constat est toujours valable. La vie est plus difficile pour ceux qui ont de l'argent. Nous sommes de la classe ouvrière, nous recevions un salaire et aujourd'hui, c'est toujours le cas.
Le président iranien Hassan Rouhani est arrivé en France pour une visite à Paris afin de relancer les relations commerciales avec l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest. Le président Rouhani est accompagné par une délégation de plus de 100 ministres officiels et hommes d'affaires iraniens. Il rencontrera à Paris des dirigeants politiques français de haut rang, ainsi qu'un groupe de dirigeants des plus grandes entreprises du pays. Avant cela, Rouhani était en visite en Italie, où il a notamment rencontré le Premier ministre italien Matteo Renzi et signé une série d'accords de coopération économique. Cette tournée européenne est la première du genre après la fin des sanctions contre le programme nucléaire iranien ayant pris effet en début d'année. Le président français François Hollande a accepté la démission de la ministre de la Justice, Christine Taubira, et a nommé Jean-Jacques Urvoas à la place. La démission de Christine Taubira est intervenue avant un débat parlementaire sur la déchéance de nationalité. Le débat portait sur une réforme constitutionnelle permettant de déchoir de leur nationalité française les personnes condamnées pour terrorisme selon certaines circonstances. Christine Taubira était contre la réforme, laquelle, selon le gouvernement, aiderait à éviter que des binationaux français s'engagent dans des actes terroristes. Rendons-nous à présent en Éthiopie, où le Conseil exécutif de l'Union africaine a tenu une série de réunions et discussions en vue de la préparation du sommet africain des chefs d'État ce week-end. Le premier jour des discussions était axé sur le développement et la sécurité. Les ministres des Affaires étrangères de toutes les régions d'Afrique se sont appliqués à établir les fondements du sommet des dirigeants qui se tient ce week-end. Et ils ont de quoi faire. Le premier élément, et non le moindre, est l'agenda du sommet. Le thème cette année porte sur les droits de l'homme et de la femme, un point que la présidente de la Commission de l'Union africaine a mentionné lors de son discours d'ouverture. Plus de 10 élections ont été organisées en Éthiopie seulement et le Soudan a réussi à augmenter le pourcentage des femmes au Parlement, suffisamment pour qu'il fasse partie du groupe de pays avec plus de 30% de femmes au Parlement. Pour les élections de 2016, nous devons faire mieux. Bien que le thème cette année soit essentiellement sur le développement du continent, les questions de sécurité sur le continent joueront un rôle fondamental lorsque les dirigeants se réuniront. Le spectre des conflits qui ont affligé certaines régions du continent demeure une source de préoccupation majeure. En même temps, nous avons observé quelques évolutions encourageantes, y compris la signature de l'IJAD, qui a donné lieu à un accord, qui met un terme au conflit dans le sud du Soudan. Nous demandons ainsi à nos frères et sœurs dans ce pays d'exiger la mise en œuvre du dit accord. Nous lançons un appel identique au Burundi et à la Libye. Les présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Muhammadu Buhari du Nigeria et Hassan Sheikh Mohamud de Somalie ont participé mercredi à un service de requiem pour les soldats kenyans tués lors d'un attentat à El Adé dans le sud de la Somalie par des activistes d'Al-Shabaab. Le président du Nigeria et son homologue somalien se sont unis au Kenya, condamnant les groupes extrémistes et s'engageant à les combattre. Le président Kenyatta a quant à lui réitéré l'engagement des troupes kenyanes en Somalie, malgré cet attentat qui a tué un grand nombre de soldats kenyans. Le service de requiem est organisé au Kenya et le président Muhammadu Buhari est dans le pays pour une visite d'État de 3 jours. Jeudi, il s'entretiendra en privé avec le président Kenyatta avant une réunion bilatérale à Nairobi. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Sully. Bonjour. Et bien que nous réserve cette deuxième partie d'édition. Pour commencer, le gouvernement chinois a dévoilé un projet de règlement très contraignant portant sur l'industrie des prêts pair à pair, ce qu'on appelle aussi en anglais P2B. Et même si les règlements ne sont pas encore officiels, ils devraient bouleverser la façon d'opérer des sites. Le but est de diminuer les risques financiers et de mieux protéger les investisseurs. Plus de détails dans ce reportage. Les nouveaux règlements interdisent aux entreprises de prêts de P2P de s'engager dans 12 types d'activités, y compris les activités de base pour détenir directement des fonds et vendre des produits de gestion du patrimoine en ligne.
Les plateformes P2P devront maintenant mettre l'argent de leurs clients dans des institutions bancaires reconnues et conserver leur propre argent séparé de l'argent de leurs clients. Liu Yao, la vice-présidente de la plateforme P2P Niwodai basée à Shanghai, a indiqué que son entreprise faisait déjà cela de toute façon. Selon les nouvelles directives, nous ferons quelques ajustements en ce qui concerne la divulgation de l'information. Il y aura plus de détails. Des données financières comme les défauts de paiement et les créances douteuses seront rapportées aux régulateurs chaque mois à un moment fixe. Nous le faisons depuis le début de toute façon. Le projet exige que tous les sites Internet P2P se rebaptisent comme étant des agences d'information sur Internet en matière de prêts. En plus du changement de nom, les entreprises devront réorganiser leurs activités. Le site de finance affilié à Alibaba, Jiaocaibao par exemple, dit qu'il ne vendra plus de produits de gestion de patrimoine en ligne. Mais le site fera plutôt suivre les demandes au site fund123.com, une autre plateforme financière. Les plateformes auront 18 mois pour se soumettre aux nouvelles normes ou devront tout simplement fermer leurs portes. Je pense que 18 mois, c'est largement suffisant pour restructurer les activités et respecter les nouveaux critères, parce qu'ils sont impliqués comme n'importe quelles autres banques. Donc, ils doivent suivre exactement les mêmes règles. Sinon, c'est ce qu'on appelle un arbitrage réglementaire. Le site de recherche Wangdaijujia a identifié presque 900 plateformes P2P ayant des activités considérées comme problématiques en 2015. C'est une hausse de 226% par rapport à l'année précédente. Les sociétés de paiement se préparent déjà à un remaniement majeur dans l'industrie. Je pense que l'industrie sera remaniée cette année. Ceux qui ne peuvent pas offrir de produits à valeur ajoutée ou qui vendent des services financiers vont fermer leurs portes. Les autorités réglementaires tentent clairement de redéfinir les activités des plateformes P2P en sites d'information plutôt que de véritables créanciers. Madame Liu de chez Niwodai pense que l'entreprise continuera ses activités cette année en développant de nouvelles activités. Étant donné le contexte, l'entreprise n'a pas vraiment d'autre choix. Le Bureau de la supervision des prix et de la lutte anti-monopole a imposé une amende à 5 entreprises pharmaceutiques chinoises en raison d'accords sur les prix. C'est le premier cas anti-monopole après que le pays a ouvert le marché de la fixation des prix des médicaments. 5 compagnies, dont 2 des municipalités de Chongqing et de Shanghai, doivent payer des amendes pour 8% des ventes totales de 2014. Cela représente près de 4 millions de yuan, soit 550 000 $. Il s'agit du premier cas d'accord de monopole sur lequel nous avons enquêté dans le secteur de la médecine. La valeur de cette affaire elle-même n'est pas significative, mais c'est typique. Non seulement elle était horizontale, mais il y avait une action de connivence avec le problème de la négociation sur les prix, ainsi que la division des secteurs de vente et la question de la division du marché. Le rush de la fête du printemps a débuté ce week-end et ce sont près de 2,9 milliards de déplacements qui seront accomplis par le biais des transports publics durant cette période. Pour la première fois de l'histoire, certains habitants rentreront chez eux en effectuant du convoiturage avec des étrangers. Zhang Yu vit à Shanghai et comme d'habitude, compte visiter de nouvelles villes durant les vacances de la fête du printemps. Cette fois, il pourrait avoir de la compagnie cependant, alors qu'il vient de découvrir un nouveau service proposant de voyager avec d'autres personnes. Ce serait bien si je pouvais partager mon véhicule pour ramener les gens chez eux et gagner un peu d'argent pour les frais d'essence. Je ne m'attends pas à gagner beaucoup d'argent. Si l'argent peut couvrir 80% des coûts de l'essence, je serais très heureux. Le service a été lancé par la plus importante application de covoiturage de Chine, Didi Chuxing. Cela permet aux gens de poster et de réserver leur voyage jusqu'à 30 jours avant le départ. Les conducteurs et les passagers se choisissent l'un l'autre sur la plateforme de Didi. Le coût des voyages à courte distance, tel qu'allant de Shanghai vers Suzhou, est légèrement plus élevé qu'un ticket de train à grande vitesse, mais moins cher qu'un trajet à longue distance, comme de Shanghai à Beijing. L'entreprise est très optimiste quant à cette idée.
Dans le passé, les gens achetaient des tickets de train, d'avion ou de bus. Mais que faire s'ils sont tous vendus? Cette année, nous fournissons une nouvelle solution. Nous estimons que davantage de personnes vont utiliser notre service à compter de dimanche et le début du rush. Jusqu'à présent, les principales réservations viennent de Beijing, Shanghai, Guangzhou et des grandes villes de second tiers. Mais est-ce que les passagers vont réellement payer pour ce service? Je vais tenter d'acheter un ticket de train d'abord. S'il y en a plus, j'essaierai cette application. Je pense que c'est un peu inhabituel de partager un véhicule avec un étranger. S'il y a des problèmes en matière de sécurité ou des différends, alors ce ne sera pas une bonne chose. Le ministère chinois des Communications a déclaré qu'il accueillait ce mode de partage de véhicules pour le pic de voyage durant la fête du printemps, à condition que les plateformes Internet le fournissent sans charger d'autres conducteurs ou passagers. Connu pour ses organisations pleines d'extravagance, le créateur de mode Karl Lagerfeld a mené ses mannequins dans un jardin plein de sérénité, célébrant tout ce qu'est la nature lors du défilé de la haute couture Chanel à Paris. Tout de suite, plus de détails. Après avoir précédemment transformé le Grand Palais en un aéroport, un supermarché et une brasserie, le vétéran de la mode, qui est la tête pensante créative de Chanel depuis 1983, a envoyé ses modèles dans une maison en bois et sur un chemin de nature bordé d'une éclatante pelouse verte. Les mannequins avec leurs cheveux en arrière portaient des sacs en ceinture assez grands pour y mettre des téléphones portables ou autres tablettes. Vous savez, c'est une influence d'un peu tout. Ce n'est pas comme dire « allons, faisons japonais ». Il n'y a pas de kimono, non, non, non. C'est une forme d'attitude zen de relaxation dans l'esprit moderne d'aujourd'hui. Lagerfeld a déclaré que le point de départ de cette nouvelle ligne avait été la silhouette. Puis il y a intégré des manches bouffantes de forme ovale sur les vestes en tweed de Chanel, les associant avec des jupes en fuseau. Il a relevé le contraste avec la fondatrice Gabrielle Coco Chanel. En réalité, personne n'a une silhouette comme celle-ci. Elles étaient relâchées complètement différentes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, la silhouette et l'attitude de ce 21e siècle. Et cela commence par les chaussures et finit avec la chevelure. Les tenues de soirée consistaient en des robes de satin brodées et sans bretelles, ainsi que des combinaisons pantalons hauts. Le mannequin Kendall Jenner a fait une apparition sur le podium avec une longue robe plongeante. Les mannequins sont arrivés sur le podium sortant d'une grande maison de bois dont Lagerfeld a dit qu'il aurait aimé la construire pour lui-même. C'était mon rêve d'avoir une maison comme celle-ci, mais vous n'avez pas la permission en France pour bâtir une maison comme celle-ci. Tout doit être en bois, avec des choses comme cela fonctionne bien. Le spectacle s'est terminé avec l'ouverture des panneaux de la maison qui ont révélé les modèles, dont Jenner et Gigi Hadid, posant sur les 3 étages de la structure. C'est sur ce défilé de mode de Chanel que se termine cette partie. Aujourd'hui, la Chine. Retrouvez maintenant Yves pour la fin de cette édition. Eh bien, merci Julie pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.